Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Je vous rappelle que pour cette troisième saison, les figures marquantes traitent tous de personnages de la Nouvelle-France. Alors, il sera question ce soir d'un personnage qui n'est pas nécessairement, dont on connaît assez peu la biographie. On croit qu'il est né autour de 1580, on ne sait pas où il est né. Il est décédé autour de 1640, on ne sait pas où il est décédé. C'est un personnage, donc, qui nous a marqués puisqu'il est venu en Nouvelle-France uniquement 2 ans, en 1623 jusqu'en 1625. Et si on le connaît, ce fameux Gabriel Sagard, ce frère récollet, c'est à cause de 2 livres. 2 livres qu'il a publiés, un en 1636, Histoire du Canada, et un en 1632, Le Grand Voyage au pays des Hurons. Donc, le premier livre, celui sur l'histoire du Canada, en fait un de nos premiers historiens, après Marc Lescarbot, et après, Samuel de Champlain, qui a aussi récapitulé un peu l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, une source intéressante pour comprendre les origines de la colonie. Mais si on parle encore de lui, c'est surtout à cause de son premier livre, Le Grand Voyage au pays des Hurons, qui est publié donc en 1632. C'est un document ethnographique exceptionnel. C'est un document digne des grands anthropologues du 20e siècle, puisque, évidemment, il y a dans ce document sur les Hurons chez qui il va vivre pendant toute une année, les Hurons qu'on appelle maintenant les Wendat, c'est le nom qu'il se donne, donc on va respecter cette nomination. Alors, ces Wendat, donc, il va vivre parmi eux pendant une année, de 1624 à 1625. Et c'était l'un des premiers, après Champlain, et les Truchements, qui n'ont pas laissé de documents écrits, ils nous ont laissé peu de choses, un des premiers Européens à vivre parmi les Wendat pendant toute une année. Alors, pourquoi c'est un document si riche? C'est un document qui est une sorte de compilation de toutes ces observations sur toutes les facettes de la vie des Wendat, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs traditions, leur vision du monde, leur façon de guérir les malades, leur façon de faire la guerre. Mais pourquoi c'est un document si riche et si intéressant? C'est qu'on a l'impression, en le lisant, que Sagard a accès aux vrais Wendat, pas ceux qui seront un peu plus acculturés durant les années 1640. Ces Wendat-là, ces Hurons, vivent dans leurs terres historiques. Ils n'ont pas encore été délogés par les Iroquois, comme ça va survenir 25 ans plus tard, à la fin des années 1640. Ces Wendat sont aussi en relative bonne santé. On sait qu'ils vont être vraiment minés par les maladies. On estime qu'au contact des Français, ils étaient autour de 25 000 et qu'à la fin, lorsqu'ils ont été attaqués par les Iroquois, ils n'étaient plus que 10 000. Donc, ils ont perdu énormément d'hommes et de femmes à cause de la maladie. Et au milieu des années 1620, ils ne sont pas encore divisés, minés par les déchirements autour des questions religieuses. Lorsque les Jésuites vont vivre parmi eux durant les années 1640, il y a déjà 2 camps chez les Wendat. Il y a le camp des traditionalistes, fidèles à leur histoire et à leurs coutumes, et il y a le camp des convertis, catholiques. Et les deux, d'ailleurs, vivent souvent dans des villages séparés. Alors, au moment où Gabriel Sagard les visite, il n'y a pas ce type de division, ou très, très peu. C'est le début des efforts de conversion et d'émission. Alors donc, pour nous parler de ce personnage et pour nous parler en particulier de ce livre, nous avons invité un spécialiste très reconnu, qui est professeur, qui est historien, qui est professeur d'histoire à l'UQAM, spécialiste de toute l'histoire des Autochtones et aussi spécialiste du début du 17e siècle, mais il a prolongé ses études sur les relations entre les Autochtones et les communautés blanches pour tout le 19e et même le 20e siècle. Il est aussi titulaire d'une chaire sur ces enjeux. Donc, je vous prie d'accueillir M. Alain Beaulieu.
Merci, bienvenue d'accepter notre invitation. Alors, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci d'être là. Alors, écoutez, je vais disposer tout de suite d'une question particulière. C'est peut-être un sport dangereux d'être un historien des Autochtones en ce moment. Oui, bien, depuis quelques années, la question autochtone suscite évidemment, comme vous savez, énormément de controverses. Ça a des répercussions sur la manière de penser, de faire l'histoire des Autochtones. Ça suscite ça présente beaucoup de défis, notamment celui, par exemple, d'écrire une histoire qui soit essentiellement basée sur des revendications juridiques ou des contestations politiques. C'est un des thèmes dominants depuis les années 90. L'histoire est au cœur de la reconnaissance ou de la contestation des droits des Autochtones. Puis évidemment, on attend des historiens des réponses à ces débats-là. Et souvent, les historiens d'eux-mêmes anticipent les questions et ils font une histoire qui est essentiellement orientée vers des questions juridiques. Ça, c'est vers des litiges, même. Des litiges, mais surtout une façon de raconter l'histoire qui soit liée à des revendications. Par exemple, parler aujourd'hui des migrations de populations autochtones, c'est extrêmement délicat puisque la migration signifie probablement la perte de droits. Donc, il y a des sujets qui sont devenus extrêmement problématiques ou encore des historiens vont prendre des décisions de la Cour suprême du Canada et ils vont tout simplement les transposer sur les documents anciens en disant voici, il y avait un traité reconnu par les Britanniques en 1760. Donc, ça, c'est certainement un des défis les plus complexes. Un autre, c'est de faire une histoire essentiellement soit positive, idéalisée ou négative, selon la période qu'on choisit. Dans le cas du régime français, généralement, on est tenté de présenter une histoire de relations harmonieuses entre les Français et les Autochtones. Et parfois, on oublie tout à fait la dimension coloniale derrière cette histoire-là, le projet missionnaire, le projet d'établir une nouvelle souveraineté sur ce territoire, le projet aussi de guerre contre certaines nations autochtones. Donc, la dimension coloniale, on a tendance à l'évacuer un peu quand on parle du régime français pour insister essentiellement sur les dimensions peut-être plus positive de ces rapports. Il y a un dernier défi, mais là, qui concerne essentiellement les historiens non autochtones, c'est celui de la légitimité. Oui. Est-ce que, comme non autochtone, peut-on écrire l'histoire touchant des aspects de la vie des Autochtones? Et ça, c'est assez récent comme questionnement. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions autochtones dans les années 80, la question ne se posait pas vraiment. C'était une ouverture sur des cultures différentes. C'était perçu comme étant quelque chose de positif. Aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose de plutôt négatif. Donc, on remet toujours un peu en question, est-ce qu'un historien blanc, en guillemets, peut faire l'histoire des Autochtones? Et je crois que ça, c'est un autre défi qui attend surtout la jeune génération, je dirais, de chercheurs. Personnellement, je trouve que c'est une fausse question, puisque quand on est historien, un des objectifs qu'on a, c'est vraiment de sortir de sa culture pour s'intéresser aux autres, que ce soit d'autres, la population paysanne du 17e siècle, pas aussi différente, mais très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a toujours un effort pour sortir de ce qu'on est, pour s'intéresser à d'autres groupes. Et je pense que la légitimité d'un historien blanc faire l'histoire de la Chine ou faire l'histoire du Japon ou d'un Américain faire l'histoire de la Nouvelle-France ne devrait pas se poser en ces termes-là. Et de plus en plus, je dis que je fais l'histoire des relations entre les deux groupes. Et au moins, j'ai un volet que je peux défendre. Là, ce soir, on parle de Gabriel Sagard. Oui, Gabriel Sagard. Bon. Très bien. Alors, justement, on parle d'une figure marquante, Gabriel Sagard, qui s'est intéressé, donc qui a été vivre chez les Wendat pendant une année. Oui. Alors, nous allons, à travers lui, évidemment, donc comprendre une époque, mais aussi voir comment les Français, un Français de sa génération, pouvait comprendre ce peuple de l'intérieur, puisqu'il a vécu parmi eux à un moment intéressant. Alors, mais avant d'en arriver à Sagard et à cette relation, à cette rencontre, peut-être un mot sur le contexte de la colonie. Sagard arrive en 1623. Et là, il y a cette fameuse question que posait l'historien Marcel Trudel. Est-ce que c'est une colonie ou c'est un comptoir de commerce? Oui. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle-France en 1623? 1623, c'est une toute jeune colonie. Je pense que le mot comptoir convient tout à fait. C'est un poste de traite, c'est une habitation construite par Champlain. C'est un lieu qui intéresse essentiellement des marchands. Il y a une volonté officielle de colonisation, ça c'est clair. Les compagnies ont le mandat de peupler la Nouvelle-France avec des colons d'origine française, mais dans les faits, il y a peu de migration, il y a peu d'efforts faits par les marchands pour transporter des colons vers la colonie, notamment parce qu'on craint les impacts sur le commerce des fourrures. S'il y a trop de Français qui sont là, ça peut contrarier leur relation avec les Autochtones. Les Autochtones jouent un rôle central dans la traite des fourrures. On n'a pas besoin de transporter autant de monde pour bénéficier de la ressource première de cette colonie-là. Donc, 1623,
très petite colonie, quelques dizaines de personnes, des gens qui sont là de manière souvent très transitoire arrivent à l'été, repartent à l'automne. Des engagés. Des engagés qui sont là pour quelques temps. Ceux probablement qui sont là depuis plus longtemps et avec une durée plus longue, ce sont probablement les interprètes qui sont généralement en contact avec les Autochtones dès leur jeune âge, de jeunes hommes qu'on envoie vivre parmi les Inuits, parmi les Algonquins, parmi les Nipissings, parmi les Hurons. Et ces gens-là acquièrent des connaissances, une expertise dans le monde autochtone, si vous voulez, et ces gens-là restent dans la colonie. Mais on ne peut pas vraiment parler de véritables colonisateurs. Ce sont des gens qui sont là pour s'assurer du bon fonctionnement de la traite des fourrures et qui souvent... D'un commerce. Le commerce et qui souvent finissent par s'intégrer partiellement dans les sociétés autochtones. Donc, ils ne sont pas là pour transformer, mais ils finissent par adopter un certain nombre de pratiques, le mode de vie, de traits culturels des nations qui les accueillent. Donc, pour moi, c'est davantage un comptoir qu'une colonie. Et un mot sur le lien, justement, entre ce commerce, cette traite des fourrures, qui est au cœur de l'activité de la colonie, et l'évangélisation. Parce que ce n'est pas évident, ce lien-là. Hein, si les Amérindiens, les Autochtones sont des partenaires de commerce, ils viennent porter les fourrures qu'on envoie ensuite... Alors, pourquoi évangéliser? Comment ça se met en branle? Moi, je vois les deux aspects comme étant, dès le début, à peu près interreliés. Ouais. Le commerce des fourrures s'appuie sur la présence missionnaire et la présence missionnaire s'appuie sur le commerce des fourrures. Il n'y aurait pas de mission, par exemple, chez les Wendat s'il n'y avait pas le commerce des fourrures. Et on se rend compte assez vite que les missionnaires deviennent des intermédiaires dans le trait des fourrures. Moins à l'époque de Sagard, mais plus après 1632 avec les Jésuites qui deviennent vraiment, qui prennent un peu le contrôle de ce secteur-là et qui deviennent des intermédiaires essentiels et qui ont bien compris qu'il n'y a pas d'évangélisation possible sans commerce des fourrures. Les Récollets sont un peu plus ambigus par rapport à cet aspect-là, puisque à leur époque, c'est essentiellement des marchands protestants, donc rivalité protestant-catholique. Ils ne perçoivent pas toujours nécessairement les avantages liés à la traite des fourrures. Mais donc, le commerce des fourrures est à la base de la colonisation. Et à cette époque-là, la colonisation ne peut pas vraiment se penser sans l'aspect missionnaire pour les Français. Ils sont là pour introduire une nouvelle religion. Dans le discours missionnaire, on est sur les territoires de Satan, un territoire contrôlé par Satan. Donc, on vient combattre Satan sur son territoire en combattant les croyances, les pratiques des Autochtones. Et quand on pense à cette époque, la grande congrégation qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des Jésuites, la Compagnie de Jésus. Comment expliquer que les Récollets arrivent dans la colonie comme missionnaires avant les Jésuites? Un mot rapidement et sur leurs objectifs. Il y a peut-être une nuance à apporter. Les Récollets font partie de la famille franciscaine et les franciscains ont joué un rôle extrêmement important dans toute l'entreprise missionnaire dans les colonies espagnoles. Donc, ils sont des acteurs centraux, importants, dominants dans les colonies espagnoles. Et c'est peut-être pas si étonnant que ça qu'on voit une des branches de la famille franciscaine, les Récollets, s'imposer comme étant parmi les premiers missionnaires. Le rôle central des Jésuites va se manifester surtout après 1632, après le retour de Québec aux Français. Là, les Jésuites vont investir à fond un nombre important de missionnaires, parfois une quarantaine de prêtres missionnaires, plus un personnel qui les assiste. Donc, vont devenir vraiment les leaders, si vous voulez, de l'entreprise missionnaire. Mais au point de départ, c'est pas si clair. Est-ce que ça va être les Jésuites? Est-ce que ça va être des membres de la famille franciscaine? Et c'est un peu le hasard qui, finalement, fait que les Récollets sont les premiers à venir dans la vallée du Saint-Laurent. Champlain cherche des missionnaires, est en contact avec un des secrétaires du roi, qui, lui, est en contact avec les Récollets, se propose d'intervenir. Donc, et les premiers arrivent en 1615. 1615 dans la vallée du Saint-Laurent. Il faut dire, par contre, que les Jésuites avaient été quelques années plus tôt, en Acadie, une mission de très courte durée. Alors, justement, là, on vient à ces relations avec les Amérindiens. Pour comprendre ces relations, il faut parler d'un événement quand même important qui a été un peu magnifié ces dernières années, même dans l'historiographie, cette fameuse tabagie de 1603, où on parle d'une sorte d'alliance fondatrice. Oui. Alors, qui fait partie de cette alliance? Comme vous dites, on a effectivement grossi probablement un peu l'événement. 1603, on a la première trace écrite, la relation de Champlain qui décrit cette rencontre-là. Donc, on en a fait un événement fondateur. Et en partie, à mon avis, c'est vrai. Mais on oublie que depuis 1600, ça fait peut-être 20 ans que les Inuits de Tadoussac sont en contact avec les marchands. Donc, ce n'est pas nouveau comme
comme partenariat, si on veut employer ce terme-là, dans la relation français autochtone. Mais en 1603, il y a quand même une formalisation, on peut dire, de l'alliance entre les Français et les Inuits, qui étaient le long de la côte nord, à l'est de Tadoussac et à l'ouest de Tadoussac, en gros jusque dans le secteur de Québec et Trois-Rivières, et aussi les Algonquins, qui étaient la deuxième nation représentée à Tadoussac en 1603, qui, eux, vivaient surtout le long de la vallée de l'Outaouais, mais aussi probablement dans la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Trois-Rivières. Le jésuite Paul Lejeune dit dans les années 1630 que Trois-Rivières marque à peu près la limite entre le territoire des Algonquins et celui des Inuits. Donc, c'est les deux membres, on pourrait dire, initiaux de l'Alliance franco-amérindienne. Et le troisième, qui va s'ajouter très rapidement, donc les Hurons ou les Wendat, qui, eux, s'intègrent dans l'Alliance en 1609 pour la première fois. Et donc, Champlain, c'est un détail intéressant. Champlain les évoque en 1603 en parlant d'eux comme étant les bons Iroquois. Et il y a plein de débats. C'est un peu la même famille. C'est la même famille. Il y a des débats aujourd'hui sur le sens de ce mot Iroquois. Autrefois, on disait que ça voulait dire tueur d'hommes. Maintenant, on a plutôt l'impression que c'est un terme qui serait d'origine basque et qui désignait des populations sédentaires qui vivaient dans des villages entourés de palissades et qui pouvaient très bien s'appliquer autant aux Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, aux Hurons qu'aux Iroquois, même si les Iroquois, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont les seuls qui ont conservé cette appellation. Alors, vous l'avez dit, on a peut-être idéalisé cette grande alliance entre ce que Léopold Desrosiers appelle la coalition laurentienne, donc ces Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent, avec en plus les Wendat, et les Français, qui commencent en 1603. Mais justement, dans vos travaux, et peut-être un mot là-dessus avant d'arriver à Sagard, mais vous nuancez ça en disant, bien, les relations n'ont peut-être pas été si extraordinaires que ça, surtout avec les Inuits, les Montagnais, donc les Inuits, où il y a eu des tensions à plusieurs reprises. Oui, quand je disais tout à l'heure de ne pas idéaliser, on a tendance à mettre de côté des aspects un peu négatifs. Et quand on prend le temps de lire les récits de Champlain, on se rend compte qu'il y a des tensions. Puis c'est une alliance, donc c'est jamais parfait, donc il y a des désaccords. Et ce qui frustre énormément les Montagnais ou les Inuits à cette époque-là, c'est l'instauration d'un monopole commercial. Si on considère que le commerce des fourrures se développe vers 1570 dans la région de Tadoussac, de 1570 jusqu'à premier monopole 1613, les Inuits bénéficient d'une grande concurrence. Plusieurs navires viennent au port de Tadoussac, peuvent marchander, obtenir un meilleur prix pour leur fourrure. Et tout à coup, en 1613, création de monopole, le nombre de navires est limité. Une seule compagnie détient le droit de négocier avec les Inuits. Et donc, les Inuits, subitement, perdent la possibilité qu'ils avaient de jouer sur la concurrence entre différents marchands. Et ça, c'est certainement une source de frustration énorme. Et encore là, quand on essaie, puis on n'a pas de documents, mais quand on essaie de se replacer dans la peau des Inuits de cette époque-là, de voir des étrangers arriver chez eux et dire dorénavant, ce n'est pas tous les navires qui vont se présenter, mais seulement que nos navires, je pense que ça devait aussi être extrêmement, symboliquement extrêmement fort comme agression de la part des Français de dire nous allons dorénavant contrôler ce port, contrôler ce fleuve. Être votre seul interlocuteur. Oui, et on s'impose. Et on ne vous demande pas votre avis, on s'impose. Et assez rapidement, après l'instauration du monopole, il y a des meurtres de Français par des Inuits. Et Champlain craint des attaques de la part des Inuits. Et il y a un détail intéressant dans la relation, justement, le grand voyage du pays du Huron de Sagard, quand il raconte son arrivée en 1623. On sent bien la tension à Tadoussac, parce qu'il raconte un incident où les chefs montagnais arrivent, on leur remet des présents. Les chefs montagnais voient les présents et comparent avec ce qu'ils avaient pu recevoir avant. sont un peu déçus. C'est pas assez. Et décident plusieurs guerriers viennent et ça ne part pas du navire, mais montent sur le navire, prennent tous les biens dont ils ont envie et disent c'est ça qu'il nous faut. Donc, Sagard dit on n'est pas en position de s'opposer pour le moment. C'est ça. Au moment où il arrive, en 1623, Sagard, donc, il y a déjà des relations assez nourries avec les Wendat. Il y a même eu des... peut-être un mot sur, justement, de quelle façon on sait qu'il y a eu des liens qui se sont tissés assez étroits entre les Français installés à Québec et les Wendat, qui sont quand même extrêmement loin. Là. Très loin, mais les alliés des Algonquins et les alliés des Inuits. Donc, il y a une alliance qui existe contre les Iroquois. Et Champlain s'en rend compte dès 1609. Donc, quand Champlain décide pour la première fois de suivre les Inuits et les Algonquins dans une expédition contre les Iroquois, il voit arriver quelques Hurons, quelques Wendat qui accompagnent leurs alliés algonquins. Donc, c'est le premier contact officiel entre Champlain, ou les Français, et les Wendat qui sont venus participer avec leurs alliés à une attaque contre
les Iroquois. Et le même événement se répète en 1610. Champlain décide encore une fois de participer à une expédition militaire. Et là, encore des guerriers hurons, plus nombreux. Et là, on voit un premier récit d'un échange plus formel, remise de ceinture de wampum pour sceller un peu davantage l'alliance. Et cette alliance-là devient très forte à partir de 1615, quand Champlain passe, lui aussi, une année parmi les Wendat, visite les différents villages, participe à une grande expédition guerrière contre un village iroquois. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que l'alliance entre les Wendat et les Français devient plus ferme. Et les Wendat, en raison de leur position stratégique, dans les Grands Lacs, un peuple agriculteur, en contact, une plaque tournante en contact avec plein de peuples autochtones qui sont nomades, qui leur fournissent des fourrures en échange de maïs, sont en mesure d'apporter des quantités vraiment prodigieuses de fourrures aux Français. Puis on évalue que dans l'espace de quelques années, probablement que les Wendat fournissent entre 50 et 60 des peaux de castor qui sont exportés vers la France. Donc, ils deviennent très rapidement les principaux alliés des Français. Et donc, on comprend mieux à ce moment-là, la destruction de la Huronie a été une catastrophe économique pour la colonie. Oui. Mais là, on n'ira pas là-dedans parce qu'on n'aura pas le temps. Mais allons sur le Gabriel Sagard. Donc, qu'est-ce qu'on sait? J'ai dit au début, enfin, tout ce que j'ai lu de lui, on sait peu de choses sur sa vie. Hein? En fait, si Sagard n'avait pas écrit ces 2 livres, il serait passé totalement inaperçu. Ce n'est pas un prêtre, c'est un frère. Il a un statut inférieur dans l'ordre hiérarchique de l'Église catholique, mais il publie donc ses ouvrages qui mettent en valeur. Mais on ne sait pas, comme vous l'avez mentionné, à quel moment il est né. On suppose entre 1580 et 1590. Il y a des contradictions. Les seules informations qu'on a, c'est dans son Histoire du Canada, Sagard rapporte certains événements de son enfance, de sa vie. Et là, on arrive à placer certaines dates, mais parfois, il y a un écart de 10 ans. Donc, on dit entre 1580 et 1590. Et ce n'est pas anodin parce que s'il arrive, il arrive soit à 33 ans ou à 43 ans dans la colonie. Et à cette époque-là, 43 ans, la différence peut être importante. Oui. Surtout quand on entreprend un long voyage, la traversée de l'Atlantique et ensuite le voyage chez les Hurons. On sent que Sagard n'est pas en pleine forme dans ses récits. Donc, peut-être que l'hypothèse de 43 ans n'est pas invraisemblable. Et on ne sait pas à quel moment il meurt, comme je l'ai mentionné. Donc, on sait qu'il quitte, je pourrais y revenir tout à l'heure, il quitte l'ordre des Récollets d'une manière obscure et il s'enfuit chez les Cordeliers, qui est une autre branche de la famille franciscaine. Et ensuite, on perd toute trace de son Alors donc, ce fameux livre, Le Grand Voyage au pays des Hurons, ce fameux livre qui est maintenant très facilement disponible, comme vous le voyez, en collection de poche. Donc, c'est le récit de qu'est-ce qu'on sait? On voit qu'il a une certaine éducation, puisqu'il cite des auteurs classiques, il cite des auteurs de l'époque de l'Antiquité. Donc, on peut penser qu'il a un certain vernis, en tout cas. Oui, on sait qu'il a certainement une assez bonne éducation. Je pense qu'il revient à quelques reprises en s'excusant pour son style qui n'est pas assez poli, pas assez, mais il écrit bien, il a un bon rythme, il est capable de mettre en scène des événements, d'expliquer des aspects de la vie des Wendat sans aucun problème. Donc, je pense qu'il pas se sous-estime, mais officiellement se présente comme étant quelqu'un qui n'a peut-être pas toute l'éducation nécessaire, mais on le voit à travers ses écrits qu'il possède certainement. Et surtout, il était secrétaire probablement privé du supérieur des Récollets quelques années avant sa venue au Canada. Donc, c'est probablement quelqu'un dont la tâche était d'écrire. Et ce n'est pas impossible non plus qu'un de ses objectifs, de sa mission, si vous voulez, quand il vient dans la colonie, c'était de rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'il raconte lui-même qu'il avait pris des notes dès son départ de France et qu'il a perdu toutes ses notes, ses mémoires au moment du voyage en route vers les Wendat. Donc, on peut supposer que avant même de rencontrer les Wendat, il était en train de prendre des notes, de faire rapport sur ce qu'il avait vu. Peut-être que c'était un des aspects de sa mission. On spécule, mais ce n'est pas complètement Alors, on l'a dit, donc, il arrive en 1623, il va vivre parmi les Hurons, il quitte en 1624. C'est un voyage exténuant. Et là, il y a 2 enjeux qui se posent très rapidement lorsqu'il arrive au pays des Wendat. Premier enjeu, vivre où? Est-ce qu'il va vivre littéralement dans une maison longue, entouré de Wendat? Premier enjeu, vous allez nous expliquer pourquoi ça ne va pas de soi. Et deuxièmement, il parle quelle langue? Est-ce qu'il peut comprendre ces gens?
Comment ils se débrouillent de ce point de vue-là? Pour le premier point, la préférence des Wendat était claire. On veut que tous les Français, que ce soit des robes noires, des robes grises ou des laïcs, que ces gens-là s'intègrent dans une maison longue. S'intègrent symboliquement. Et Sagard raconte de manière exemplaire ce qui se produit à son arrivée, parce qu'il part avec deux autres écolais, mais comme il accompagne des Hurons qui viennent de différents villages, les trois missionnaires sont séparés. Et pendant les 3 premiers mois, si mon souvenir est bon, Sagard est isolé dans un village où il est accueilli comme un représentant officiel des Français. Oui, parce que le pays des Hurons, comme on le disait, c'est plusieurs villages. Plusieurs villages, une confédération, 4 nations, 25 ou une vingtaine de villages au moins, assez éloignés les uns des autres. Et Sagard donc, se retrouve pendant quelques semaines isolé dans un village, intégré, et ça c'est vraiment fascinant, dans une famille. On lui libère complètement un coin qui était réservé pour une famille de la Maison Longue. C'est sa place. On lui donne symboliquement, son hôte demande d'appeler sa mère à lui sa mère, de recréer vraiment les liens de parenté symboliques qui existaient dans cette Maison Longue pour l'intégrer comme étant un membre de la famille. Et l'objectif est assez clair, c'est de créer des liens étroits, des liens symboliques de parenté avec un personnage influent qu'on va pouvoir utiliser éventuellement dans les relations avec les Français. Ça, c'était le modèle privilégiés par les Wendat, mais les missionnaires avaient une vision radicalement différente. Vivre dans une maison Wendat, dans un village Wendat, isolé, être constamment soumis à des pratiques qu'on juge barbares, à un mode de vie qu'on juge bizarre, promiscuité, liberté sexuelle. En été, les gens se promènent plus ou moins nus. Donc, il y avait la crainte que les missionnaires soient un peu contaminés par cette proximité avec constante et surtout isolée. Je pense que l'isolement est encore pire d'un missionnaire. Donc, et la préférence des Récollets, ce qu'ils vont mettre en place dans les mois qui suivent leur arrivée en Huronie, c'est de construire une maison longue indépendante pour eux. Les 3 missionnaires qui sont là, plus peut-être 1 ou 2 Français, c'est pas clair, qui les accompagnent. Et ce qui étonne énormément les Wendat, construire la maison longue à l'extérieur du village. Et ça, c'est perçu comme étant un peu menaçant. Les missionnaires, récollets, jésuites sont perçus un peu comme des sorciers, des chamans, des gens qui peuvent avoir des contacts particuliers avec le monde de l'au-delà. Et on voit ces gens-là s'exclure du village. Donc, l'hypothèse que ça c'est peut-être des sorciers aussi que les Français nous envoient. Donc, ça alimente certainement la méfiance plutôt que de favoriser, si vous voulez, le développement de relations plus harmonieuses avec les Français. Parlons de la langue, puisque dans ce livre, il y a une section où on nous propose un dictionnaire français Wendat. Alors, parlez-nous du problème de la langue. C'est le premier défi, évidemment, pour les missionnaires. Ils veulent convertir, donc ils doivent se familiariser avec la langue des personnes qu'ils vont convertir. C'est clair que les Autochtones n'apprennent pas le français, sauf cas exceptionnel de jeunes Amérindiens qu'on amène en France, qu'on laisse là pendant quelques années, qu'on essaie de ramener ensuite dans la colonie pour les utiliser comme interprètes, mais ça ne fonctionne pas bien. Les missionnaires doivent se mettre à l'apprentissage des langues. Et Sagard nous raconte qu'il avait commencé à apprendre probablement la langue des Inuits avant son départ pour la colonie. Il faut savoir que les Récollets, malgré le voyage de 1615-1616, pendant les années qui vont suivre, la priorité va être assez bizarrement donnée aux Inuits et aux Algonquins, des populations nomades, que certains missionnaires, notamment le père Joseph Le Caron, qui est méconnu, mais probablement le père Brébeuf, si vous voulez, des Récollets de cette époque-là, qui lui accompagne les Inuits pendant, je pense, c'est trois hivers de suite pour apprendre leur langue. Donc, on sait qu'à l'arrivée de Sagard, il y a déjà une base de connaissances linguistiques, probablement, par contre, centrée sur les Inuits et très peu d'informations sur la langue des Wendat. Et le premier défi auquel va s'atteler Sagard et les autres missionnaires, c'est de fabriquer, de concevoir des outils, des dictionnaires, des grammaires pour pouvoir utiliser ça pour transmettre les connaissances aux autres missionnaires qui vont venir. On ne sait pas trop jusqu'à quel point Sagard a réussi. Il y a quand même, évidemment, et à la fois, je dirais, il vante ses qualités, puis en même temps, il insiste sur les limites. Donc, puis c'est vrai qu'il reste quelques mois, donc c'est suffisant pour se familiariser, mais pas assez pour devenir vraiment locuteur habile d'une langue, radicalement différente comme celle des Wendat. Mais il a possédé assez de connaissances pour préparer un petit dictionnaire intéressant aussi, intéressant pour courir. Alors donc, maintenant, les observations. Alors, qu'est-ce qui ressort des observations? Là, il est là pendant quoi? Presque 1 an, 9 mois, un an.
première observation, on va comme ça passer en revue certains thèmes, et puis évidemment, on va partir des observations peut-être, mais ensuite vous déborder sur toutes vos connaissances que vous avez de leurs mœurs et coutumes. Première chose qui frappe, l'aspect physique de ces Wendat. Oui. Il est impressionné. Il est impressionné comme la plupart des Français le sont, des Wendat, des autres Autochtones. Il y a souvent des comparaisons avec des peuples de l'Antiquité. Je pense qu'il y a un réel étonnement des Français de voir la bonne condition physique des Autochtones. Sagard dit, je pense, dans son Histoire du Canada, quand j'étais jeune, j'imaginais les sauvages comme des êtres velus, comme un peu vivant dans la forêt, des êtres barbares, et étonné de voir que c'est des gens en bonne condition physique, des gens intelligents, tout en muscles. Il dit ni trop gros, ni trop maigre, pas de gros ventrus. Il insiste beaucoup sur la différence qui existe dans la qualité physique, les qualités physiques de ces autres. Donc ça, c'est un élément important. Et il insiste sur un détail qui est important pour les gens de cette époque-là. Il dit ils ont la peau basanée, mais ils n'ont pas la peau basanée à leur naissance. C'est le résultat du fait qu'ils vivent nus toute l'année, le soleil, utilise des huiles pour le corps. Donc, c'est le temps qui fait que la peau se transforme. C'est important pour lui pour dire ils sont finalement comme nous. On peut les convertir. Je pense qu'il dit ils sont de la même nature que nous. Et c'est important pour un missionnaire d'établir qu'il y a un potentiel pour la conversion. Et la couleur de la peau, à ce moment-là, est un détail intéressant. Vous parlez de leur forme physique qui frappe Sagard. Il est aussi impressionné par leur festin. Ces gens-là mangent beaucoup, font de grands festins. Parlez-nous un peu de justement les pratiques agricoles et leur nourriture. Là aussi, c'est une réalité qui étonne les Français, même pour les populations nomades. Vous avez des gens qui font des festins. Chez les Inuits, c'était les festins à tout manger. On avait un festin, on fermait la porte, et puis tous ceux qui étaient là devaient manger jusqu'à temps. Il ne reste plus rien. Il faut vraiment tout manger. Et c'était un sacrilège de ne pas tout manger. Oui. Et la vie sociale, surtout durant les mois d'hiver, était centrée sur les grands festins organisés par les différentes familles de la communauté, des invitations qu'on ne pouvait pas vraiment refuser. Et ça tournait donc durant l'année. Et chaque hôte, donc dans sa maison, accueillait un certain nombre de personnes. Et donc, c'était témoigner aussi non seulement sa générosité, c'est extrêmement important dans la question d'établissement d'un pouvoir politique dans les sociétés autochtones, mais aussi nouer des liens, entretenir les liens entre les différentes familles. C'est des villages qui sont assez populeux, mais en même temps, tout le monde finit par se connaître. Donc, c'est important d'avoir des occasions comme ça où la vie sociale est renouvelée et on apaise les tensions aussi par ce genre de festin. Évidemment, l'hiver, c'était aussi la période où parfois les chasseurs revenaient avec un peu de viande. Les Wendat étaient sédentaires, mangeaient surtout maïs, les produits récoltés. Quand la viande arrivait dans un village, évidemment, c'était le festin. Les chasseurs amenaient la viande et là, c'était partagé de manière générale dans la communauté. La notion de partage à travers le festin est extrêmement importante. Personne ne souffrait de la faim ou tout le monde souffrait de la faim. Il n'y avait pas de certaines familles mieux positionnées en mesure de mieux se nourrir par rapport à d'autres qui, elles, souffraient de la faim durant l'année. Oh, justement, donc... Et ça étonnait Voilà, puisque vous abordez tout de suite ce thème-là, justement, allons-y sur l'organisation sociale. Hein. Il a une réflexion sur le fait que chez les Wendat, il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de pauvres. Donc, il y a vraiment une structure égalitaire. Et c'est ce qui déroute les Français. On dit que c'est des sociétés qu'ils considèrent comme étant des barbares, comme des sauvages, mais en même temps, pas de pauvres, pas d'inégalité sociale, harmonie dans les villages, partage, comme je disais tout à l'heure. Et au contraire, ce qui étonnait les Autochtones qui avaient eu l'occasion d'aller en France, c'est la différence qui existait entre certains Français qui possédaient de grandes quantités de biens, mangeaient à leur volonté, même beaucoup trop, et d'autres qui étaient mendiants dans la rue. Cet écart-là, les Autochtones avaient énormément de difficultés à saisir, à comprendre comment des Français pouvaient laisser d'autres Français souffrir de faim, alors que si c'est des ennemis, à la rigueur, ça peut se comprendre, mais même là, mais que des membres d'une même communauté puissent tolérer que des gens meurent de faim alors que d'autres ont trop à manger, ça, c'était une réalité incompréhensible. Qui vit à l'époque donc de Louis XIII, de la monarchie, on va bien la monarchie absolue,
parle même d'une république. Il utilise le mot. Oui, il n'y a pas de royauté, donc ça. c'est un pouvoir par le peuple. C'est des chefs qui sont désignés parfois. Je pense que Sagard n'a pas tout compris de la structure politique parce que ça demande une bonne connaissance de la langue pour arriver à saisir les subtilités. Et ça, c'est Brébeuf, probablement, quelques années plus tard, qui va mieux comprendre l'organisation, le fonctionnement. Mais comprend bien qu'il n'y a pas d'autorité absolue. Il y a des chefs qui sont influents, mais des chefs qui ne peuvent jamais ordonner, des chefs qui doivent convaincre, qui doivent être éloquents, qui doivent persuader, qui doivent trouver des consensus. La question de la possibilité de donner des ordres, c'est totalement impensable dans la société huronne. Et évidemment, ça déroute les missionnaires. On dit ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de juge, et pourtant, il n'y a pas de crime dans ces communautés-là. Comment réconcilier le fait qu'ils n'ont pas les structures que les Français jugent nécessaires à un bon fonctionnement de la société et où il y a énormément de crimes avec un fonctionnement où apparemment il n'y a pas ces structures-là et où on ne trouve aucun crime ou des façons très simples de résoudre les problèmes lorsque ces problèmes surgissent dans les communautés. Il est aussi intéressé par une sorte de division sexuelle du travail, des tâches, la formation des couples, leur séparation, la liberté sexuelle. Il décrit bien. Pour ça, sa relation est vraiment précieuse pour comprendre, notamment les activités des femmes. Et ça, Sagard est probablement un peu particulier dans cette optique-là, puisque il y a, contrairement à Champlain, par exemple, qui accompagne un groupe de chasseurs, il nous décrit les pratiques de chasse des Wendat. Sagard, lui, reste dans un village, généralement, sauf un moment où il accompagne un groupe de Wendat qui va à la pêche pendant plusieurs semaines. Mais il a l'occasion d'observer la vie dans le village, la vie qui tourne souvent autour des femmes et les activités des femmes, l'activité agricole, leur manière d'ensemencer les champs, de faire la récolte, de confectionner les vêtements, de confectionner des nattes, de confectionner la poterie. Et c'est un de ceux qui s'intéresse à ce que souvent il appelle de petites choses. Et ce n'est pas les grands événements de la vie que d'autres se sentiraient obligés de raconter. Lui, ce qui l'intéresse, c'est souvent de petits détails. Le quotidien. Le quotidien, mais avec des réactions extrêmement positives. Quand il parle de la manière, par exemple, dont les Hurons faisaient sécher le maïs, comment ils repliaient l'enveloppe, puis ensuite attachaient les épis de maïs, étendaient les épis de maïs à l'intérieur de la maison. Et il finit en disant ça ressemblait presque à une tapisserie à l'intérieur de la maison. Donc, c'est très... d'autres vont décrire ça de manière plus neutre ou même péjorative, mais pour Sagard, c'est beau. Il est capable de découvrir, je veux dire, la beauté dans d'autres pratiques qui ne sont pas celles des Français. Il est aussi frappé, peut-être deux derniers éléments, la question de la guerre. Tous ceux qui ont côtoyé des peuples autochtones à l'époque sont très frappés par leur façon de faire la guerre et tous les rituels qui entourent ça. Oui. C'est un lieu commun des relations de voyage, cette description de la guerre, à la fois parce que je pense que ça fascine les Français, mais aussi parce que ça correspond à une réalité fondamentale dans les sociétés autochtones. La guerre était indispensable pour les hommes pour acquérir du pouvoir, du prestige. Un jeune homme qui voulait s'imposer ou qui voulait se faire reconnaître dans sa communauté devait être un bon chasseur et un bon guerrier. Et les deux activités étaient souvent interreliées. Les habiletés à la guerre étaient en partie développées à la chasse et l'inverse aussi. Donc, la guerre était vraiment fondamentale dans la dans les sociétés autochtones, pas seulement dans la société Wendat. Et Sagard rapporte que chaque année, un certain nombre de guerriers quittaient le village pour aller faire des attaques ponctuelles contre les Iroquois. Voyager léger. Très léger. Ça l'étonne aussi. Il en fait un exemple. Il dit, nos soldats français, il ne dit pas supposément chrétiens, mais il dit chrétiens, pouvaient s'inspirer de la manière dont les guerriers Wendat font la guerre, partent avec leur approvisionnement, ne sont pas en train de piller la campagne pour se nourrir, partent, font leur expédition et reviennent, contrairement à nos soldats qui sont presque des ennemis de l'intérieur, qui, quand ils partent en guerre, font autant de pillage en France qu'à l'extérieur. Donc, mais il est fasciné et, évidemment, comme d'autres, parle de la torture, du sort réservé aux prisonniers de guerre qui sont ramenés dans les villages, essentiellement les hommes qui étaient torturés. C'est pas clair si Sagard a observé une scène de torture. Il y a peut-être... moins de détails qu'on en a vu dans d'autres récits. Oui, s'inspirer d'autres descriptions. Il sait que c'est une réalité qui existe. D'autres missionnaires ont pu lui en parler. D'autres Français ont pu lui en parler parce que même si Sagard n'insiste pas beaucoup dans son récit, on a bien des passages où, il y a un Français, il y a des Français. Nous sommes réunis, les Français. C'est qui les Français? Il semble parler
des Français. Quand tu parles des Français, c'est pas seulement des missionnaires, mais d'un groupe élargi de Français qui sont présents à ce moment-là parmi les Wendat. L'univers religieux, l'importance des... Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont se prennent parfois les missionnaires pour convertir, rendre leur religion, la façon dont Casagar de rendre attrayant le catholicisme. Il parle par exemple, une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse. Il dit qu'il pleuvait énormément pendant des semaines. Et là, les Wendat étaient un peu découragés. Il dit peut-être que ça peut fonctionner si on demande à Gabriel Sagard ou Récollet peut-être d'arrêter la pluie. Donc, et Sagard joue le jeu. Alors, il joue le jeu et coup de chance, il arrête de pleuvoir pendant des semaines. Mais ça, c'est aussi un autre lieu commun. Mais ça, Jean de Brébeuf raconte des anecdotes très Exactement très pareil. proches. En fait, les missionnaires jouaient sur cette ambiguïté, disaient toujours, en fait, ce qu'ils disent dans leur relation, on insiste, nous n'y sommes pour rien, on n'est que des intermédiaires. Mais le message est quand même ambigu, surtout quand ça fonctionne, parce que si on dit « Ah, il est intervenu, il dit que c'est pas lui, mais en même temps, ça marche, donc on peut utiliser ses services à l'occasion. » Comme on utilise les services d'un chaman. Et ça, c'est un élément qui déroutait les Autochtones, cette volonté des Jésuites ou des Récollets ou des missionnaires d'être les seuls intermédiaires. Il y a des scènes, parfois, dans les relations des Jésuites, où les gens disent « Mais pourquoi tu veux travailler tout seul? On travaille tous ensemble pour guérir cette personne. » Le plus important, c'est la personne malade. C'est pas savoir si c'est toi tout seul qui va la guérir. Et arrête de vouloir exclure tous ceux qui pourraient potentiellement avoir un rôle utile. Donc, dans le récit de Sagard, probablement moins que dans les relations des Jésuites, mais on sent cette ambiguïté. On leur dit que c'est pas nous directement, mais on utilise quand même le chapelet, les rituels, les prières, les chants. Et l'attrait du paradis. Oui, mais qui n'était pas très attrayant pour les Autochtones. Moi, mais il me semblait que Sagard... insiste beaucoup là-dessus, mais la remarque de d'autres... je ne sais pas si Sagard développe beaucoup là-dessus, mais d'autres Autochtones disent, mais pourquoi j'irais dans le paradis des Français? Pour vivre en minorité parmi les Français? C'est le monde des Français, c'est le monde d'au-delà des Français. Donc, pourquoi aller vivre parmi les Français? J'aime mieux aller vivre avec les miens. Donc, en enfer peut-être, là, mais avec les miens. Mais avec les miens ou dans mon paradis. Et surtout, la dimension critique des Autochtones apparaît évidemment dans des récits comme celui-là. Dire, mais pourquoi? Non, on t'écoute. C'est probablement très vrai pour les Français, mais ce n'est pas vrai pour nous. Et il n'y a pas cette volonté de mélanger. Je me souviens d'avoir lu dans l'un des récits de Jean de Brébeuf, justement, quand il y a ces maladies qui minent les Hurons, les Wendat, et justement, il y a beaucoup de Wendat qui disent les missionnaires, les robes noires ne sont pas malades. Oui. Donc, c'est dire qu'eux, peut-être qu'ils ont quelque chose de spécial. Très vite, comme je tantôt. Pour se convertir et ne pas être malades. Oui, on les associe à des gens qui ont des pouvoirs particuliers. Ce n'est pas encore complètement net à l'époque de Sagard, mais les Autochtones ont très bien vu que les missionnaires ne baptisaient que les personnes sur le point de mourir. Et déjà à l'époque de Sagard, on fait un lien entre le baptême donne la mort, ou c'est un rituel de mort, puisque sur 50 personnes baptisées, 40 vont mourir dans les heures qui vont suivre le baptême. Donc, le lien est peut être assez direct et ça devient un frein à la conversion, puisque beaucoup d'Autochtones, même ceux attirés par le discours des missionnaires, pourraient dire « Je ne suis pas prêt, je vais attendre là, quand ça sera la dernière heure. » Probablement que je dirais oui. Pour le moment, non. Il n'y a pas d'urgence. Alors, on donnait le baptême et l'extrême-onction en même temps. C'est ça. Alors, Sagard, donc, revient à Québec en 1625, quitte pour la France et ne revient... en 1624. En fait, il arrive en 1623, rentre dans la colonie en 1624. Il ne revient jamais. Pourquoi? C'est un peu obscur parce que lui-même dit, déjà son départ de la colonie, c'est étrange, puisque généralement un missionnaire, on ne l'envoie pas là pour quelques mois, on l'envoie pour le former, espérer qu'il va apprendre la langue, qu'il va devenir plus efficace, mieux connaître les peuples qu'il doit convertir. Et après quelques mois, Sagard dit je devais rentrer que pour rapporter un certain nombre de choses qui manquaient dans la mission. Déjà, le prétexte est un peu étrange. Et il dit quand je suis arrivé à Québec, finalement, on m'a dit que j'étais rappelé en France et que je devais retourner. Il ne donne pas les raisons précises. Peut-être que c'est lié à
Alors là, on peut spéculer un peu, mais à son attitude, à son, par exemple, quand je disais tout à l'heure, à la fin de sa vie, liberté d'esprit, se sentait peut-être pas tout à fait reconnu à sa juste valeur. Je disais tout à l'heure, c'est pas un prêtre, c'est un frère, mais qui a quand même certaines ambitions littéraires, où il se présente dans son récit comme quelqu'un qui, quelqu'un qui a joué un rôle actif, qui est intervenu, qui a pris la parole parfois dans les conseils, qui a joué donc un rôle de véritable missionnaire. Et peut-être que c'était pas le personnage ou le missionnaire le plus simple à gérer sur place et son départ un peu rapide pourrait s'expliquer par des facteurs comme ça. On n'a aucune indication qu'il a insisté pour revenir dans la colonie, pour reprendre ou poursuivre son travail missionnaire. En fait, très honnêtement, entre son retour et la publication 532, on ne sait presque rien de Gabriel Sagard. Alors justement, parlons-en de cette publication, puisque tous ceux qui ont écrit sur ce fameux livre nous disent que Sagard, mais surtout les Récollets, avaient des intentions très précises en favorisant la publication de ce livre. Oui. Quels étaient les objectifs que poursuivaient les Récollets? La date, l'année 1632, ce n'est pas un hasard. Québec est pris par les frères Coq en 1629. Tous les Français, tous les missionnaires quittent la colonie. 1632, c'est le retour des Français et le retour des missionnaires dans la colonie. Les Jésuites ont été présents à partir de 1625. Donc, les Récollets, évidemment, en 1632, s'attendent, normalement, c'est leur ancienne mission, ils ont été les premiers, s'attendent à pouvoir tout simplement prendre place sur les navires et reprendre leur mission comme ils y ont droit. Je pense que tout le monde le reconnaissait. Sauf qu'ils se voient interdire l'accès. Donc, on leur interdit de retourner dans la colonie et on autorise seulement que les Jésuites à prendre place dans les navires pour aller reprendre l'entreprise de conversion des peuples de Nouvelle-France. Donc, les Récollets sont coincés dans ne comprennent pas trop ce qui se passe, soupçonnent les Jésuites derrière les manœuvres qui conduisent à leur exclusion et décident de faire une promotion de leur activité missionnaire. Et c'est vraiment un ouvrage de promotion. Voici ce que nous avons fait. Voici, les Récollets ont été là les premiers. Voici le bilan. C'est aussi une expertise. Alors, vous avez un missionnaire qui raconte non seulement son expérience personnelle, mais aussi fait une présentation ethnographique des peuples à convertir, une présentation de la faune, de la flore, et son fameux dictionnaire à la fin qui atteste des compétences linguistiques des Récollets. Donc, c'est un ouvrage pour dire, nous étions là, nous avons fait un travail efficace et on a le droit de retourner. Et de ce point de vue-là, l'ouvrage est un certain succès puisque on a trouvé des traces d'une décision du pape en de Rome en 1635 qui demandait que les Récollets, obtiennent l'autorisation de retourner dans la colonie. Et dans la décision, on trouvait des extraits du récit de Sagard. Donc, c'est un ouvrage de promotion qui devait faire rappeler que les Récollets avaient été là, montrer que les Jésuites aussi étaient là, mais n'étaient pas les seuls à avoir fait un travail extrêmement efficace. Okay. Et la même année, vous avez la relation de 1632 de Lejeune. J'y arrive, mais donc les Récollets vont revenir une génération plus tard? 1670, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, seulement... ils vont s'installer surtout dans la région de Trois-Rivières, d'ailleurs, je crois. Ils vont reprendre un peu leur place dans le couvent de Québec. Trois-Rivières vont jouer le rôle de missionnaires au Fort Frontenac, donc vont devenir les alliés pendant quelques années. Donc, il faudra attendre une génération. Oui, et ils reviennent vraiment dans le contexte où on veut limiter le pouvoir jugé excessif des Récollets. On dit, bon, on va faire des Jésuites, donc on va faire revenir les Récollets qui vont faire contrepoids à cette puissance excessive de la compagnie des Jésuites. Vous disiez donc justement que le père jésuite Paul le Jeune va un peu écrire une sorte de réponse, peut-être? Ça m'a frappé en reprenant ça parce que il y a une des relations vraiment fabuleuses, c'est celle du jésuite Paul le Jeune qui, en 1633-34, accompagne un groupe de chasseurs Inuits pendant plusieurs mois dans leur activité de chasse et il produit un magnifique document ethnographique. Encore là, fruit de son expérience personnelle. Première partie, comme Sagard raconte son expérience personnelle. Et deuxième volet, description ethnographique qui s'apparente évidemment à celle de Sagard, mais pour les Inuits cette fois-là. Et on voit quand on essaie de comprendre un peu les enjeux, les rivalités à cette époque-là, qui a le droit, qui va avoir le monopole, qui va... Ces textes-là ne sont jamais des textes neutres, mais même des réponses. Même s'ils ne se citent pas. Hein? Surtout ne se citent pas. Non. Parce que les Récollets, évidemment... par contre, dans son Histoire du Canada, Sagard va revenir sur le fait que ce sont les Récollets qui ont invité les Jésuites, ce sont les Jésuites qui ont manœuvré pour exclure les Récollets. Donc là, on va les nommer directement comme étant les responsables de leur exclusion. Alors d'ailleurs, je vous signale qu'on peut lire le récit de Paul le Jeune, qui est quasiment une suite
du récit de Sagard, que vous avez fait éditer, que vous avez préfacé Oui. et édité chez Lux, là, un français, entre guillemets, au royaume des bêtes sauvages, puisque les Inuits étaient pas mal plus difficiles à suivre que les Wendat, Oui. qui étaient des sédentaires, alors que les Inuits se promenaient. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, tant les Récollets que les Jésuites vont diriger leur attention sur les Wendat, des peuples Voilà. sédentaires, Plus où on peut facile. s'installer là pendant quelques mois Oui. et avoir un public cible pendant plusieurs mois. Alors, donc, en 1636, vous l'avez dit, Gabriel Sagard va publier une histoire du Canada, donc un livre qui va un peu récapituler, qui va sûrement emprunter aussi à d'autres sources. C'est ça, en 1636. Il appelle ça Histoire du Canada, mais c'est en fait une histoire de la présence des Récollets au Canada de 1615 jusqu'au départ en 1629. Donc, c'est une histoire de l'activité missionnaire des Récollets, de leur rôle dans la colonie. Et avec, évidemment, plein d'informations sur d'autres aspects de la vie de la colonie, notamment quand je parlais tout à l'heure des relations tendues entre les Inuits et les Français. Il y a des descriptions dans l'histoire du Canada qui nous permettent de resituer le contexte de ces tensions, certains épisodes précis. Donc, c'est un des premiers, avec l'escargot, comme mentionné tout à l'heure, un des premiers historiens de la présence ou de la colonisation française en Amérique du Nord. Alors, parlez-nous un peu du destin de ce livre, puisque ce livre, bon, est-ce qu'il a eu un succès? Est-ce qu'il a été bien reçu? Est-ce qu'il a été bien diffusé? Quelles ont été les rééditions, les traductions? Apparemment bien reçu à l'époque, mais pas de relevé, évidemment, du nombre de Non. ventes. C'était peu connu à cette époque-là. Mais quelques notes, comme quoi l'ouvrage était bien accueilli. Une seule édition, par contre, en 1632, ce qui peut illustrer aussi le caractère un peu limité de l'ouvrage, va être plutôt bien reçu par des penseurs, Grotius, Locke, des personnages importants. Un livre qui a circulé. Qui était au moins lu. Et on voyait ça comme étant vraiment un témoignage important sur la vie des peuples dits primitifs. Donc, on avait un observateur qui était en contact avec une population peu touchée encore par la colonisation française, avec de belles descriptions, et utilisé donc assez rapidement par cité ou lu. On peut trouver dans les archives de certains grands penseurs des indications que l'ouvrage était non seulement dans leur bibliothèque, mais des notes qui indiquent qu'il l'avait consulté. Celui, par contre, qui a joué, comment je dirais, un mauvais tour à Sagard, c'est le père Charlevoix, jésuite, qui fait son Histoire de la Nouvelle-France, publiée en 1744, et qui, là, évidemment, fait des commentaires très négatifs sur la valeur littéraire, la valeur du témoignage, de l'absence de connaissance de Sagard. Et pendant très, très longtemps, l'historiographie a été marquée par ce jugement très catégorique, très négatif à l'égard de Gabriel Sagard. Par contre, camouflait une rivalité entre congrégations. Essentiellement, je pense que les Jésuites, à cette époque-là, savaient très bien quel était le contexte de publication de cet ouvrage-là, et surtout l'histoire du Canada, qui était une charge indirecte contre la Compagnie de Jésus. Surtout, il y a un passage vraiment amusant dans l'histoire du Canada où Sagard parle de la construction d'une maison, il parle des ouvriers qui construisent la charpente, les murs, et les ouvriers qui arrivent pour faire la décoration finale et qui, finalement, s'attribuent tout le mérite de la construction. Il nomme pas les Jésuites, il nomme pas les Récollets, mais on sait indirectement de qui il parle à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un des ouvrages marqués par une polémique indirecte concernant l'entreprise. Il y a eu des traductions? Traduction tardive. Je pense que la première, c'est celle publiée par la Champlain Society en 1920. Il y avait eu 2 rééditions en français au 19e siècle, une en 1865 de l'histoire du Grand Voyage du Pays des Hurons et l'année suivante de son Histoire du Canada. Et souvent, c'est resté des éditions de référence pour les chercheurs, les historiens. Tous les historiens de Nouvelle-France ont utilisé Sagard, parfois en mettant des mises en garde, mais vraiment utiliser ça comme une source fondamentale pour comprendre les premiers moments de la colonisation. Et les anthropologues aussi, plus tard, j'étais frappé, par exemple, de voir que Lévi-Strauss, par exemple, à son discours, quand il était intégré à l'Académie française, citait Sagard comme parmi les premiers ethnologues. Donc, il s'inscrivait dans une longue tradition, ou plutôt inscrivait Sagard dans une longue tradition ethnologique. Ben justement, alors, est-ce qu'on a raison? Puisque, c'est quoi votre jugement, justement, sur ces observations? On nous répète souvent qu'au 17e siècle, on considérait tous ces Autochtones comme des pauvres sauvages. Oui. On leur faisait presque une grâce de les convertir, de les civiliser.
Mais est-ce qu'on pourrait dire ça du récit de Sagard? Le récit de Sagard est important de plusieurs points de vue, notamment pour comprendre la dimension christianisation, mais je pense qu'aussi on peut y trouver énormément d'informations pour reconstituer le mode de vie des Wendat, des premiers moments du contact avec les Français. Et de ce point de vue-là, j'ai aucun doute que c'est un document ethnographique d'une grande valeur. Il faut le lire en gardant à l'esprit que c'est un missionnaire du 17e siècle qui a certaines limites, qui ne parle pas suffisamment bien la langue pour tout comprendre, mais qui est là pour observer et qui nous fait de magnifiques descriptions d'aspects, je parlais tout à l'heure, dans la vie quotidienne dans les villages. À ma connaissance, c'est le seul à donner autant d'informations. Donc, on peut le prendre comme étant une source ethnographique, pas trop projetée en disant, voici, c'est un ethnographe comme ceux un ethnologue du 20e siècle. Ça reste un missionnaire du 17e, mais fasciné par la différence, marqué par certains traits culturels, certains traits du mode de vie, et capable de prendre des distances par rapport à sa propre culture pour parler d'une culture autre. Et de ce point de vue-là, je sais que quand j'ai commencé mes études sur l'histoire des Autochtones, certains me disaient, non, tu ne peux pas prendre ces textes-là, ce sont qu'un discours. C'est intéressant que pour la représentation. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je pense qu'il y a une dimension représentation qu'on doit cerner, mais on peut aller au-delà de la représentation pour comprendre ou chercher des éléments d'information factuels, culturels sur les peuples qui sont... Surtout si on les recoupe avec les autres témoignages. Oui, puis là, on a... oui, puis avec d'autres informations ethnographiques plus tardives. Parfois, on peut voir des pratiques qui se sont maintenues. Dans le cas il y a un détail intéressant dans le cas du dictionnaire de Sagard. Il y a un chercheur du 19e siècle, en 1830, qui avait entendu parler de ce dictionnaire-là, est en contact avec les Wyandot, donc les descendants des Wendat rencontrés par Sagard, et a fait le test, a ouvert le dictionnaire du Sagard et traduisait en anglais, donc en utilisant les mots de Sagard. Et il était surpris de voir que ses interlocuteurs comprenaient ce qu'il lui disait. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y avait peut-être une maîtrise limitée, mais quand même réelle de la langue. Il nous reste à peine plus qu'une minute. Est-ce qu'on a la version des Wendat sur cette histoire du 17e siècle grâce à une sorte de tradition orale? On sait que les Inuits nous ont laissé une tradition orale qui permet de reconstituer certains événements. Est-ce que c'est le cas des Wendat? Malheureusement, très peu. Ce qu'on a comme tradition orale des Wendat concernant leur histoire, leur contact avec les Français, concerne surtout leur installation dans la région de Québec. Les circonstances, comment ils sont venus là, pourquoi ils sont venus là, le lien avec la seigneurie de Sillery. Sinon, c'est quelques évocations des premiers contacts, mais étonnamment, je ne dis pas qu'il n'y avait rien dans la tradition orale, mais personne s'est suffisamment intéressé à cette tradition pour la recueillir, la noter et nous en conserver des traces pour saisir le point de vue là, des Wendat. Eh bien, Alain Beaulieu, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Alors, en plus de lire le grand voyage du pays des Hurons de Gabriel Sagard, il faut lire aussi le récit de Paul Lejeune, un Français au royaume des bêtes sauvages. Et vous pouvez lire aussi un ouvrage qui vient tout juste de paraître. En 2013. 2013, pardon. Donc, les Wendat du Québec, Territoire, économie et identité. Vous êtes donc l'un des 3 auteurs aux éditions Gide. C'est un très beau livre illustré. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TÉLUQ, un cours consacré à la Nouvelle-France.